Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre série Regards croisés qui s'intéresse à l'emploi des travailleurs expérimentés, dit également seniors. Je vous rappelle notre constat de départ, retrouver un emploi passé 50 ans s'apparente souvent à un parcours du combattant. Alors, quelles en sont les causes et des pistes d'amélioration existent-elles ? Dans notre premier épisode, nous avons pris un point de vue sociologique et avons constaté que les notions de junior, senior sont des représentations collectives favorisées par l'historique des politiques publiques de l'emploi et qu'elles sont limitantes, voire conduisent à des discriminations. Dans le second épisode, nous avons rencontré des recruteurs et vu que s'il existait des gisements d'emploi pour les seniors dans les métiers pénuriques ou en développement, comme les services à la personne, retrouver un emploi dans un métier où il existe de très nombreux candidats, comme le marketing, le commerce, la communication, les ressources humaines, 3 petits points de suspension, relevait vraiment du marathon. L'exemple de Laurence Cohen-Solal, directrice marketing et communication, qui à 53 ans s'étonne du très faible nombre d'entretiens après 400 candidatures, en est un exemple. Le rapport Belon de 2020 nous enseigne que plus l'on est diplômé, plus on reste longtemps en emploi. Mais que si on perd son emploi, le temps de chômage avoisine les 600 jours pour un cadre, soit près du double que la durée nécessaire pour un non-cadre. Dans ce contexte, nous allons aujourd'hui nous poser la question suivante. En parallèle de sa recherche du poste convoité, ne faut-il pas envisager des formes d'emploi alternatives ? Pour échanger autour de cette question, nous avons 4 invités à notre table ronde aujourd'hui. Laurence Cohen-Solal, fidèle participante. Bonjour Laurence. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Véronique Dupré, cofondatrice d'Actif Réseau, acteur du réseautage professionnel, qu'on appelle aussi le networking. Bonjour Véronique. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Sandrine Richer, déléguée régionale d'AGC Portage Salarial, acteur majeur du portage. Bonjour Sandrine. Bonjour Loïc, bonjour à tous et toutes. Et Guillaume Mouzet, fondateur d'Akigora, avec un K, plateforme de mise en relation d'experts et d'entreprises qui recherchent une compétence avérée. Bonjour Guillaume. Bonjour Loïc et bonjour à tous. Alors ma première question sera pour vous Guillaume. Vous avez créé Akigora, la plateforme d'experts ayant plus de 20 ans d'expérience. À quels besoins répond-elle et quelle est votre vision sur les formes d'emploi adaptées aux travailleurs expérimentés ? Oula, on commence très fort. Akigora a pour vocation d'aider toute structure à bénéficier rapidement de compétences qui sont des compétences avérées. Comme vous l'avez évoqué, Akigora, on ne référence que des professionnels qui sont spécialistes de leur cœur de métier avec une expérience. L'idée, c'est l'expérience au service de l'excellence pour permettre d'aider ponctuellement ou sur la durée quand l'entreprise n'a pas en interne les compétences ou tout simplement quand elle ne sait pas vers qui se tourner. Chez Akigora, on a un vivier assez colossal désormais de professionnels qui ont tous une riche expérience dans leur cœur de métier et qui savent tout de suite quelles solutions mettre en place ou qui sont très, très opérationnelles. Voilà, on a vraiment fait ce constat, c'est qu'en entreprise, aussi excellent qu'on soit, on ne peut pas tout maîtriser en interne. Et donc, des fois, on a besoin d'un coup de pouce, mais on ne sait pas trop vers qui se tourner ou ça va prendre du temps, donc on est un petit peu frileux. Recruter, c'est peut-être pas hyper pertinent, puis on a peur que ça coûte cher, hein, je pense que c'est quelque chose qu'on va évoquer aujourd'hui. Et en fait, chez Akigora, on permet d'accéder gratuitement à des profils expérimentés. Et puis, si ça marche, eh bien, il y a des possibilités de mission, de travail avec des freelances indépendants ou en portage salarial, mais aussi en CDD ou en CDI. Le format importe peu. Ce qui compte pour nous, c'est de mettre en relation les bonnes personnes, les bonnes compétences. Et la vision, elle est à 2 niveaux. La première, c'est d'aider les entreprises, puisque voilà, c'est un constat aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ferment leurs portes pour diverses raisons, et c'est souvent, ce qui ressort, c'est qu'elles ne savaient pas vers qui se tourner, elles ont eu du mal à s'entourer sur certaines compétences clés. Donc la première vocation d'Akigora,
c'est d'aider à trouver facilement ces perles rares, ces aides. C'est un peu comme Cauchemar en cuisine, l'émission de télé, sauf qu'on n'a pas l'humiliation à la télé, si je peux me permettre. C'est d'aider à trouver des gens qui sont déjà passés par là et qui vont pouvoir vous dire: «OK, tente cela parce que, je l'ai déjà fait, ça marche, mais surtout ne fais pas ça, je l'ai déjà fait, je me suis planté». Donc c'est vraiment s'appuyer sur l'expérience de profil et gagner du temps. La deuxième vocation d'Akigora, bah, c'est le sujet d'aujourd'hui, je crois, c'est de mettre en lumière tous ces profils expérimentés qui, comme vous l'avez très justement dit, une fois une certaine barrière psychologique passée, ça dépend des entreprises, hein. Moi, j'ai remarqué qu'à partir de 52 ans, c'était l'âge un peu critique où les RH sont un peu plus frileux. Bien sûr, il y en a qui continuent d'embaucher, mais c'est vrai qu'il y a une certaine généralisation. Bah, notre idée avec Akigora, c'est de valoriser ces profils, les mettre en lumière, leur offrir une un comment dire? Leur offrir, une fenêtre de visibilité tout simplement pour mettre en avant toutes leurs compétences, toute leur expérience au service d'entreprise et aussi, permettre d'accéder à d'autres formes de travail que le sacro-saint graal CDI. Parmi les experts qui viennent vers vous, quelle est un petit peu la typologie? Est-ce que vous diriez que la majorité est en recherche d'un poste stable et en l'attendant se tourne vers des missions en freelance, en expert? Chez Akigora, notre créneau, il est assez simple, hein. On représente, des professionnels qui ont une certaine expérience et qui ont à cœur de la partager. Donc ça signifie que certains d'entre eux sont déjà avec un statut indépendant ou sont, détachés de leur entreprise pour intervenir sur leur cœur de métier. Ça arrive, on a une petite proportion de profils qui sont salariés au sein d'une entreprise, mais qui s'épanouissent avec des missions avec Akigora. Et on a, ouais, 50 de nos profils qui sont indépendants ou en portage salarial et qui sont, depuis quelques années ou fraîchement sur, ce créneau-là, d'accompagner, d'aider, de s'épanouir sur ce mode avec des missions en temps partagé, des missions courtes, des missions longues. Et effectivement, on a une proportion après, il doit rester, si je prends 50 à peu près de profils qui sont déjà indépendants, 10 qui sont des profils salariés ou qui sont dans un schéma un petit peu, différent. Après, ouais, on doit avoir entre 30 et 40 de profils qui viennent sur Akigora pour un rebond. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se poser la question: «Est-ce que, je vais à tout prix vers le CDI ou est-ce que, pourquoi pas, c'est le bon moment pour moi pour me lancer sur une carrière en tant que consultant indépendant, en tant que formateur où, j'ai ma propre entreprise, ma propre entité?» Donc on accueille tout le monde et il n'y a pas de discrimination du tout à ce niveau-là. La discrimination, elle se fait de notre côté. Notre critère, plutôt qu'une discrimination, j'utilise pas le bon mot, c'est vraiment sur la capacité à transmettre dans son cœur de métier. Mais voilà, on a je dirais 30-40 des profils qui viennent sur Akigora, parce qu'ils sont aujourd'hui sans emploi et ils disent: «Bah, tiens, avec Akigora, peut-être que je peux accéder à un CDD ou un CDI, mais aussi, pourquoi pas tenter l'expérience, en attendant de trouver mieux pour continuer de valoriser mon expérience, continuer d'engranger de nouvelles expériences, continuer de m'épanouir». Akigora est une solution. C'est pas la solution, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est une solution pour, continuer et puis continuer surtout à faire du réseau, à entretenir sa passion, entretenir ses compétences et partager celles-ci. Merci Guillaume de ce partage. J'ai suivi également votre interview sur le podcast Open Startup de Guillaume Comagnac, donc un autre podcast bordelais. Et c'était vraiment très éclairant par rapport à votre vision et à la genèse de la startup que vous êtes, hein, puisqu'Akigora est jeune, vous êtes fondé en 2018. Et on salue cette initiative bordelaise qui fait vraiment, vraiment sens. Laurence, Sandrine, Véronique, qu'avez-vous à en dire sur cette situation où le senior en difficulté par rapport à sa recherche d'emploi doit peut-être regarder du côté de solutions alternatives?
Alors moi, je peux parler de mon expérience pour donner un exemple. En 2011, quand j'ai donc été licenciée sur le territoire effectivement bordelais que je connaissais depuis longtemps, la question se posait de savoir à 40 ans passés ce que j'allais faire et est-ce que je pouvais éventuellement revenir sur un poste de responsable RH au sein d'entreprises, n'ayant pas le fameux diplôme bac+5, par exemple, c'était les critères de par mon parcours. Et au lieu, donc en étudiant le marché, je me suis aperçue que c'était très cloisonné, que je pouvais attendre longtemps avant de retrouver un poste. Et moi, je me suis plutôt dit, en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire et comment je pourrais travailler, c'est-à-dire rester connecté intellectuellement le temps d'avoir ma solution que de passer 18 mois, 2 ans au chômage et puis essayer de toujours chercher le poste en CDI, CDI, CDI. Je me suis plutôt interrogée de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'effectivement, sur Bordeaux, j'ai découvert les différentes formes d'emploi à ce moment-là, donc 2012, où le portage salarial était une des solutions, de pouvoir être indépendant, mais avoir une structure qui nous porte pour pouvoir continuer d'être salarié. Je me suis intéressée à tout ce qui est groupement d'employeurs, puisque ça existe aussi, et il y a des groupements d'employeurs multisectoriels, comme il y a des groupements d'employeurs par secteur d'activité. Et il y a des cabinets aujourd'hui basés à Bordeaux qui ont des fonctions support comme ça et qui proposent du temps partagé, mais en étant salariés de la structure du cabinet et dans lequel ils vont vous mettre à disposition auprès d'entreprises. Et c'est comme ça qu'on arrive à rebondir. Et Akigora, qui est arrivé en 2018, complète ce panel-là, si vous voulez. Donc, c'est vrai que la personne senior, sur des fonctions support, si elle s'interroge à savoir quelles sont les modalités qu'elle a aujourd'hui de statuts différents, elle va s'ouvrir plutôt les opportunités de décrocher des missions, du travail en mission, en fin de compte. Et in fine, elle peut arriver aussi à déclencher une proposition de poste à un moment donné. Pourquoi pas? Ou alors avoir aussi le libre arbitre de la choisir, du coup. Puisqu'en travaillant sur plusieurs employeurs, je peux choisir mon employeur de demain. C'est aussi cette possibilité-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, où j'avais 3 statuts différents jusqu'au moment où j'ai créé Actif Réseau, puisque c'est mes rencontres et les gens de ce moment-là qui m'ont dit, mais crée ton entreprise. C'est aussi ce que j'ai fait. J'ai eu à un moment donné un CDD, du portage salarial et des missions de vacation. Donc 3 statuts différents, mais qui me permettaient d'avoir un 35 heures régulièrement sur 1 an et demi. Sandrine, Laurence, quel est votre retour d'expérience par rapport à ce questionnement de rester actif de manière transitoire par rapport au CDI que l'on recherche peut-être de manière habituelle? Écoutez, moi je ne peux que rebondir sur, ce que viennent de dire, Guillaume et Véronique, puisque moi je travaille, avec Akigora, depuis peu et avec, grande joie. Il me tarde parce que je n'ai pas encore commencé, les prestations, mais il me tarde. Bien sûr que c'est une question de survie, bien sûr, je vous dis d'une part financière, mais d'une part intellectuelle aussi forte. C'est-à-dire que, chercher du travail pendant 1 an et demi, vous comprenez bien que c'est un travail extrêmement répétitif, routinier, néanmoins indispensable. Cette routine doit être indispensable, cette routine de travail, de recherche d'emploi, elle est indispensable. C'est celle qui paye, c'est la persévérance qui va payer, c'est le fait effectivement d'être, comme dit Véronique, force de proposition auprès des entreprises qu'on peut toucher. Mais toutes ces formes de travail alternatif qui sont ni plus ni moins quand même du travail effectif, hein, sont des sources de se mettre, de se remettre en scène, on va dire, de continuer à avoir un lien avec le monde du travail, de effectivement continuer à étendre son réseau. Ça me paraît quand même très important. Et puis de continuer à faire ce qu'on aime. C'est ça aussi, de trouver du plaisir dans notre quotidien de travailleurs expérimentés et de faire un pied de nez à ce que la société nous renvoie, c'est-à-dire vous êtes bon entre guillemets à jeter, alors on a tellement à donner, on a tellement encore d'énergie et d'expérience à communiquer et à transmettre auprès des entreprises. Je vais rebondir par rapport à ce que Véronique et Laurence ont dit.
et vous donner un autre point de vue, puisqu'en fait, vous avez des personnes avec beaucoup d'expérience qui ne souhaitent pas retrouver de CDI, clairement, qui font qui ont 30 ans, 25 ans d'expérience derrière elles de salariat, et qui aujourd'hui ne souhaitent pas retrouver les contraintes que l'on a tous connues et que l'on connaît tous d'entreprise avec leur mode de fonctionnement. Clairement, j'ai un consultant qui me rejoint, qui rejoint la structure après 30 ans dans une même société et qui aujourd'hui veut garder sa liberté de choisir ce qu'il veut faire, de choisir son emploi du temps, de garder du temps pour lui, de choisir ses missions, de choisir les entreprises pour qui il a envie de travailler. Et c'est vraiment un choix de sa part alors qu'il a eu une proposition dans un grand groupe national pour rejoindre en CDI, et il l'a refusé, clairement. Voilà, donc il y a aussi ce contre-courant, de se libérer de toute relation managériale, de prendre ses propres décisions, d'avoir aussi une relation avec l'entreprise cliente différente d'une relation, je dirais, employé-employeur, au sens strict du terme, et puis de gagner sa liberté quelque part. De l'autre côté, les entreprises vont aussi depuis longtemps vers un modèle plus souple, plus agile. Elles ont besoin de s'adapter aussi à leur marché, aux fluctuations que l'on connaît encore plus là depuis un an. Donc c'est vrai qu'elles sont aussi demandeuses d'experts, au sens très large du terme, qui arrivent à un moment donné pour renforcer un projet, une équipe, et puis d'avoir cette flexibilité, je dirais, de ressources extérieures qu'elles peuvent solliciter quand elles veulent. Et du coup, c'est vrai que là, il y a une carte à jouer pour toutes ces personnes qui ont une expérience très solide. Elles arrivent, elles vont de suite identifier la problématique puisqu'elles ont ce vécu et cette expérience-là. Et puis, on ne va pas leur demander de s'adapter forcément autant qu'un salarié classique, puisqu'elles vont être là pour apporter une valeur ajoutée à un instant T et repartir. Donc c'est vrai que c'est un positionnement qui est différent d'une recherche de CDI, d'une posture de salariat, mais où le senior, où la personne avec beaucoup d'expérience a une vraie valeur ajoutée en fait. Et elle va pouvoir au contraire s'adapter très très vite parce qu'elle aura un vécu derrière elle qui va lui permettre de capter ce qu'un junior, entre guillemets, n'a pas. Donc les codes de fonctionnement, les codes de conduite d'une entreprise, etc., elle les a. Et ça, c'est un atout qui pour moi est très fort quand on a au minimum 20 ans d'expérience derrière soi. Ouais, moi je voulais rebondir, c'est qu'effectivement tu as des personnes qui vont choisir, mais en même temps dans cette situation-là, de rester connecté intellectuellement et de s'ouvrir aux différentes formes d'emploi, ça peut susciter le choix de devenir consultant ou formateur à temps plein et de dire je deviens indépendant aussi. Tu en as qui vont le découvrir à travers ça. Et ça ouvre aussi ce champ des possibles de choisir soi-même son prochain parcours de vie professionnel. Et ça, c'est aussi intéressant. Mais comme ça peut arriver que tu fais 10 ans de portage salarial et au bout de 10 ans, tu reviens salarié parce que aujourd'hui, tu as la super proposition qui tombe ou tu as des événements qui font que tu te dises autrement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, en restant connecté intellectuellement, quel que soit le statut ou la mission, on va se générer quoi? Des opportunités pour demain, en fin de compte. Ça va emmener des rebonds, ça va emmener des synergies pour se projeter toujours. Et c'est ça qui est intéressant dans cette ouverture des statuts et de ne pas rester cloisonné, comme on dit, effectivement, tu as été salarié pendant 30 ans, je peux être que salarié. Non, en fin de compte, on peut être autre chose que salarié. Moi, je suis d'accord, Véronique. Moi, le schéma pour moi aujourd'hui rêvé, ce serait la forme hybride dont a parlé Guillaume tout à l'heure. C'est être salarié d'un côté et pouvoir dispenser des cours ou des formations par ailleurs ou des missions. Pour moi, ce serait franchement, en l'état actuel des choses, ça fait 9 mois que je cherche aujourd'hui du travail, ce serait pour moi un combo vraiment hybride, mais presque parfait pour moi. Oui, et puis un consultant au sens, la définition est assez large, du freelance, du consultant,
etc. Peu importe la terminologie, mais c'est vrai que quand une entreprise fait appel à un prestataire externe, voilà, il n'y a pas d'embauche pour lui, ça rentre pas dans sa masse salariale, donc c'est aussi un atout hein, pour ces indépendants, enfin ces freelances. Donc c'est juste un bon de commande, une facture, il n'y a pas toute la partie lourde d'embauche qu'une entreprise peut vivre, avec un enjeu aussi pour l'entreprise, au-delà de l'enjeu pour la personne hein, de trouver un emploi. Derrière, il y a le coût hein, de recrutement d'un nouveau salarié, l'enjeu et l'intégration dans une nouvelle équipe, et qu'au final, ça ne convienne pas à l'un ou à l'autre et que le recrutement ne perdure pas. Donc le fait de faire appel à un prestataire externe, voilà, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de période d'essai. Il intervient uniquement quand l'entreprise a besoin. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Et puis, il y a une relation de confiance hein, qui est différente d'avec relation de confiance avec un salarié, elle existe aussi, mais c'est une relation, je dirais, de partenariat plus que de subordination salarié-employeur. Et du coup, c'est vrai que la posture du consultant, pour l'avoir vécu, hein, parce que j'ai été moi aussi en portage salarial pendant 2 ans, donc je suis passée du salariat à un poste plus libre, on va appeler ça comme ça. La relation que l'on a avec son client, puisqu'on n'est plus avec un employeur, est complètement différente. Et il y a une liberté de parole, un regard aussi de son client. On arrive quelque part avec une blouse blanche. Et c'est vrai que l'écoute et le partage n'est pas le même que lorsqu'on est en posture de salarié avec cette relation de subordination qui existe. Et quand on est... Alors, j'ai passé le cap, hein, je m'appelle senior aussi, maintenant. Et je trouve que quand on gagne en expérience, on a, enfin, pour ma part en tout cas, j'ai plus envie de cette relation-là qu'une relation standard de salarié à employeur en fait. Donc, parce qu'il y a cette posture de conseil en fait qui est pour moi très intéressante, où on se positionne plus en partenaire qu'en relation déséquilibrée. Je ne sais pas si Guillaume, tu vois ça dans tes adhérents consultants. Si, tout à fait, tu as raison Sandrine. Nous, on observe vraiment une posture qui est assez différente et un état d'esprit aussi, avec des savoir-être qui sont liés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais il y a une vraie valeur pour l'entreprise de faire intervenir un profil expérimenté par rapport à ses savoir-être, par rapport à sa posture, sa position par rapport à l'entreprise. Puisqu'il ne faut pas oublier que quand on parle de 600 jours de chômage contre 300 normalement pour un profil senior, c'est aussi parce que le contexte fait que la majorité des professionnels désormais des RH qui sont à se poser la question, est-ce que je fais confiance à un senior ou non, ont aussi vu une évolution dans les modalités de travail avec une jeune génération qui a, elle, été à fond les ballons sur l'entrepreneuriat, sur les jobs en mode freelance. Et nous, notre but, c'est aussi avec Akigora d'évangéliser un petit peu ce mode de travail et tout ce que cela représente en termes de facilité pour l'entreprise et aussi en termes de flexibilité pour l'expert. Il y a aussi cette notion de posture, de savoir-être, d'avoir un lien qui n'est plus un lien de subordination, mais un lien de... presque, on est là à donner des astuces, des conseils, on se permet un petit peu plus. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, je pense, pour certaines entreprises à le réaliser. Le gain énorme que ça représente, d'avoir quelqu'un qui va s'intégrer, qui va être opérationnel rapidement, ça, il le voit, mais surtout qui va se permettre quelques petites suggestions, propositions que ne peut pas se permettre un employé peur de dépasser un petit peu son rang. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce pan-là qu'on oublie de temps en temps, et tu fais bien de le remettre au cœur du sujet, puisque autant du côté de l'expert, s'ouvrir à ce mode de travail en attendant peut-être le fameux CDI, mais ça lui permet d'avoir plus de chances de décrocher ce CDI demain, puisque la nature a horreur du vide. Et encore plus les profils RH qui se disent, dis donc, là, il y a un trou. Et ça fait peur. Ça fait très peur, ce trou dans le CV. Donc, avoir quelqu'un qui est proactif, qui en plus découvre une autre façon de se positionner par rapport à un manager, c'est coup gagnant double, j'ai presque envie de dire. Je rebondis sur ce que vous abordez, Guillaume, parce que
On a pu entendre dans les épisodes passés, parfois qu'il y avait des préjugés du côté des recruteurs qui pourraient considérer, ou bien collectivement, on considère que les seniors, ils sont moins malléables, ils sont techniquement dépassés, ils sont moins engagés. Donc, un certain nombre de caractéristiques dont on est volontiers affublé en avançant dans l'âge. Or là, vous remettez un peu les pendules à l'heure et vous remettez un peu la balle au centre en disant que l'expérience a un vrai avantage et que cette relation qui n'est pas une relation salariée, qui n'est pas un mariage, c'est vraiment gagnant-gagnant, hein. Oui, tout à fait. L'important, c'est toujours de rester dans du gagnant-gagnant. C'est pas du tout le but que de vouloir, changer la donne ou dire vous avez tous tort, nous on a raison. C'est pas du tout ça et c'est ça qui est aussi intéressant avec la notion d'expérience, c'est que on a envie de prouver et non pas de démontrer, on a envie de prouver par le terrain, par les compétences, par les solutions apportées, qu'on est tout sauf has-been, qu'on est tout sauf loin de la technologie. Donc c'est vrai que moi j'essaye surtout d'être très prudent et modéré, mais c'est clair qu'il y a un petit préjugé qui est assez fréquemment ressorti, qui est par rapport à la technologie. Ah, j'ai peur que le profil expérimenté, il est riche d'expérience, oui, mais est-ce qu'il va rapidement s'adapter à nos outils, à notre CRM, à notre ERP, à nos outils digitaux? Et ça, c'est clair que j'ai toujours envie de le balayer d'un revers de la main, mais malgré les exemples, malgré les discussions, il y a toujours ce petit truc qui reste. Donc pour l'instant, j'avoue qu'on n'a pas encore trouvé la parade et il faut encore et encore montrer, prouver et dire, bah, écoutez, testez, ça ne vous engage à rien. Si ça se passe pas bien, on arrête. Comme le disait tout à l'heure Sandrine, en mode mission, il y a quand même une sacrée flexibilité et un sacré avantage. Et il faut réussir à changer la donne, l'état d'esprit là-dessus. Il y a un autre argument qui peut revenir, c'est oui, mais attention, quelqu'un qui peut avoir déjà vu beaucoup de choses, va arriver avec des certitudes et ne sera pas capable de se remettre en question. Et alors là, par contre, ça, c'est très, très facile à balayer d'un revers de la main puisque c'est vraiment tout l'opposé. Donc en fait, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est, une petite peur aussi de se faire challenger? Moi, je pense qu'il y a un petit peu de tout et c'est difficile de mettre des cases. Donc, il y a un petit peu de tout dans oui, ça arrive qu'il y ait des profils qui soient excellents, mais, qui, peuvent avoir une certaine difficulté sur la préhension d'un outil, particulier. Il y a aussi, des fois où il y a quelqu'un qui est arrivé avec une posture un peu haute. Voilà, c'est une commune morale, mais surtout, il y a pour une fois sur 10 un retour négatif, il y a quand même 9 fois sur 10 un retour positif avec quelqu'un qui va vraiment, montrer à quel point il est, d'une loyal, de 2 agile en termes de technologie et puis de 3 humble. Et ça, une vraie valeur qui est pas forcément, visible parce que on a cette petite crainte générationnelle, peut-être aussi du côté du recruteur, qui va être: «Ouais, mais j'oserais jamais le dire et c'est peut-être même inconscient, mais peut-être que la personne, elle va, être plus forte que moi et je vais me retrouver fragilisé dans le poste». Alors là, peut-être que je touche vraiment, quelque chose qui est une corde très sensible et je souhaite pas, mettre de l'eau, enfin voilà, de l'eau sur le feu ou de l'huile sur le feu même. Mais c'est vrai que ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qu'on a proposé qui était parfait, vraiment parfait par rapport aux besoins et qui a été refusé. Et quand on creuse, c'est simplement parce que la personne avait peut-être peur pour son poste, puisqu'elle se risquait d'avoir quelqu'un qui allait être meilleur sur une certaine partie. Et là, bon, bah, c'est normal, c'est humain peut-être. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a toute cette phrase qu'on nous ressort souvent, très très fréquemment, de Steve Jobs qui dit: «Je recrute pas quelqu'un pour lui dire quoi faire. Je recrute quelqu'un pour qu'il me dise quoi faire sur ce domaine-là». Et des fois, on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Maintenant, encore une fois, je veux surtout pas généraliser ou voilà, tirer sur l'ambulance. Il y a vraiment des situations
différentes, diverses, des personnalités, des choses des fois qu'on ne maîtrise pas. Nous, notre but, avant tout, c'est de dire, attendez, coucou, on est là, on a des profils excellents, on a des personnes qui en veulent, et là encore, on a un super exemple, qui sont capables de mutualiser, enfin, de faire plusieurs contrats en parallèle, de s'arracher sur des situations pas toujours évidentes. Et, euh, et on l'oublie un petit peu, et c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses. Moi, chez Akigoro, on se posait la question de mettre peut-être un compteur d'années d'expérience cumulées, mais il serait trop gros, ça ferait limite plus peur qu'autre chose. Mais il y a vraiment tellement de choses à en retirer, puisque des fois, on vient chercher un profil comme Laurence dans des missions de formation ou d'accompagnement sur un sujet très pointu, et puis on tire le fil. Et en fait, c'est pas un fil, c'est une pelote de laine qui vient, et on voit que Laurence, elle a ça, mais elle a aussi fait ça, et puis elle peut accompagner là-dessus. Et là, l'entreprise, une fois qu'elle est en contact avec l'expert, c'est comme si, boum, il y avait une explosion, il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait. Et on demande juste à pouvoir arriver à ce moment où il y a cette relation et ce fil qui est effectivement tiré pour pouvoir avoir de belles expériences. Et c'est pour ça qu'on a eu quelques superbes exemples en 2020 où des experts sont intervenus en mission tout d'abord, et puis ça s'est transformé en CDI. Alors, ça, c'est vraiment des super exemples, et nous, on veut vraiment le mettre en lumière parce que le format, entre guillemets, on s'en moque. Ce Mm. qui compte, c'est l'humain, c'est les personnes, ce qui va être apporté, et c'est la valeur ajoutée pour la relation, pour l'entreprise, pour les employés. C'est vraiment ça le but. Je voulais juste revenir sur le côté fracture numérique qu'on met un petit peu sur la tête des seniors en disant oui, ils vont pas savoir, ils connaissent pas. C'est à nous aussi d'être proactifs dans la formation et dans le fait de vouloir se former. Alors, je suis peut-être plus sensibilisée par ça parce que je suis dans le marketing et en particulier dans le marketing digital et la com digitale, mais euh, quel que soit le métier, quelle que soit votre expérience, tout évolue. Et c'est normal, et tant mieux, parce que le progrès, c'est aussi ça. Et aujourd'hui, il y a quand même des solutions pour se former à... Aujourd'hui, vous avez Open Classroom, LinkedIn Coursiers, vous avez les formations Pôle emploi, vous avez... on met quand même en France à disposition, il me semble, des solutions pour se former au numérique, aux nouvelles technologies. Voilà, faut être aussi acteur de sa recherche, de sa vie professionnelle. Ceci n'est pas non plus offert à tout le monde. Les travailleurs expérimentés, les seniors ne représentent pas une population uniforme. On peut avoir des personnes qui ont eu des postes de haut niveau, des postes très qualifiés, souvent avec un statut cadre. On peut avoir des postes plus d'exécution, et on a toute la palette intermédiaire, hein, des techniciens, assimilés cadres. Donc se lancer en freelance, c'est pas forcément donné à tout le monde, hein. Nous en sommes bien conscients dans notre épisode d'aujourd'hui. Effectivement, on a plus parlé des seniors, je veux dire qualifiés et d'expertise et sur les fonctions support. Mais les nouvelles formes d'emploi, cette employabilité, il y a des seniors aujourd'hui techniques qui peuvent bénéficier de groupements d'employeurs spécifiques, c'est-à-dire spécialisés dans leur branche. Donc ça existe déjà. Je veux dire, il n'y a pas que les fonctions support, ça existe aussi pour les seniors employés techniques, il y en a, donc il faut déjà effectivement s'interroger, comme voilà, dans le médico-social, comme dans le transport, comme dans l'industrie. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi aujourd'hui des protocoles d'accord avec des entreprises qui ont pris un engagement d'embaucher des seniors. Et ça, il faut les connaître, et Pôle emploi les connaît. Donc, pour des métiers techniques aussi. Tout à fait, et moi je me permets aussi d'ajouter un point sur le fait que l'expérience, elle a de la valeur, peu importe le statut ou le Voilà. coefficient du métier en question. On fait appel à nous pour des métiers, c'est vrai, de directeur communication, de métiers support, mais on a aussi des missions avec Akigura où là on nous demande typiquement en ce moment même une secrétaire juridique, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit un rouage hyper important dans la chaîne et qui puisse être opérationnel, qui puisse être habitué. Et c'est pas un métier, entre guillemets, qui est valorisé ou dévalorisé. Mais c'est pas au premier métier qu'on pense. On a aussi des missions où on nous a demandé une sage-femme expérimentée. Alors c'est vrai que ça, on s'y attendait pas. Et ça s'est hyper bien passé puisque
Quand c'était le technicien qui venait en maternité pour parler de leur innovation technique, le message ne passait absolument pas. Quand ça a été Patricia, sage-femme, cadre sage-femme, qui a su vulgariser cette innovation et ce projet, bah, tout de suite, ça a changé la donne. Donc vraiment, Mmh, tout ce qu'on évoque aujourd'hui, il ne faut surtout pas se dire: «Oui, mais c'est pour tel type de métier, tel type de poste, le réseau pareil, c'est, pas pour c'est moi, clair. c'est ci, c'est» non, il y a pas de règle. Comme tout à l'heure, on a parlé, de sujets divers et variés, ça touche aussi toutes les couches, de la société, tous les âges de la société, notamment quand on Mmh, parlait, de l'envie de reconversion. Moi, je dirais pas que c'est l'apanage des seniors. Il y a, non. des profils qui ont 30 ans aujourd'hui et notamment avec l'année 2020 particulière, qui a été, il y a pas mal de monde qui pense à changer de voie, à se reconvertir et l'avantage des profils seniors sur ce terrain-là, c'est qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et c'est vrai que du coup, ils sont un peu plus efficaces ou rapides dans cette transition, quand certains vont se poser la question, puis finalement vont pas franchir le pas. Voilà, Mmh. pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure. Bien, merci pour ces messages positifs. Je souhaitais vous emmener maintenant sur un deuxième axe pour poursuivre nos échanges. Est-ce que vous voyez assez fréquemment des personnes qui, au départ, ont adopté ce mode de travail et qui, au final, vont faire éclore un projet professionnel qui sera radicalement différent de leur idée de départ, qui ont peut-être créé leur structure alors qu'ils ne l'envisageaient pas du tout au départ, ou quelqu'un issu d'un secteur industriel et qui finalement va ouvrir une chambre d'hôte, parce qu'il y aura eu ce cheminement que cette période de transition aura permis de mettre à jour. Alors oui, j'ai eu le cas, elle était issue du milieu de l'informatique, donc elle pouvait, trouver, que ce soit des missions ou un CDI, elle avait le choix, je dirais, dans ce secteur-là. Elle avait souhaité donc travailler en partage salarial avec moi. Elle avait commencé à démarcher, et elle avait des propositions de mission et au final, elle avait, en parallèle en tête un ancien projet qui, quand elle s'est retrouvée face à ces propositions de mission, a fait surface et aujourd'hui elle est fleuriste en fait. Donc elle a fait un virage à 180° et a obtenu un financement de formation pour devenir fleuriste et va s'installer, clairement dans ce métier. Donc voilà, donc c'était vraiment, un très très beau exemple, un très bel exemple et un beau projet, pour cette personne. Moi, je vais rajouter dans ces parcours des seniors 50 ans et plus, oui, il y a des changements de vie comme ça, mais c'est des choix. C'est-à-dire que je me retrouve à un moment donné où il faut que je retrouve un sens à tout ça. Alors l'émission en temps partagé, ce que je peux trouver, ça me permet de rester connecté, mais comme indirectement, ça nous fait travailler, d'être acteur soi-même, acteur de son changement, ça nous fait faire un travail personnel de réflexion très important et qui nous finit par nous interroger, mais quel est le sens à tout ça en fin de compte? Et c'est pour ça qu'on arrive à des changements, de se dire, bah, c'est peut-être le moment que je fasse le premier choix que j'avais il y a des années que j'ai pas fait. Il y a vraiment des concours de circonstances, mais je pense aussi que c'est parce que la vie familiale autour ou le contexte s'y prête et tout ça fait que ça avance, dans ce sens-là aussi. Parce que cette posture du senior, quelle que soit la mission qu'il choisit, quel que soit le statut, ben, on disait tout à l'heure que c'était important qu'il soit, adaptable, flexible, mais s'il entreprend ce chemin-là, il va faire comme Laurence, il va s'interroger sur sa performance technique, digitale: «Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas?» Tout ça, ça vient en fin de compte avec. Donc il évolue, il va s'intéresser à son monde de travail, il va se dire: «Mais ça fonctionne comment? Comment je dois m'adapter aussi à ça?» C'est-à-dire, voilà, il devient acteur de lui-même, donc il s'interroge beaucoup, ce senior-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil qu'on peut dire à des personnes qui vont être en recherche d'emploi, de seniors, c'est interrogez-vous déjà de: «Qu'est-ce que je connais de mon marché? Comment il est et quel travail je dois faire moi pour m'adapter?» Comment a-t-il évolué? Et en fonction de ça, on va trouver nos différents chemins
et les différents statuts possibles de travailler autrement, pourquoi pas. C'est cette curiosité-là. Moi, je partirais plutôt de soyez curieux. Soyez curieux de ce qui vous entoure parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué depuis tant d'années. La personne qui passe 30 ans au même endroit, c'est clair qu'elle ne sait pas du tout comment fonctionne le monde du travail aujourd'hui, la recherche, comment s'adapter, tout ce qui l'entoure. Donc c'est vraiment ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on arrive à des 180 degrés. Parce que quand ils prennent ce chemin-là, il y a plein d'informations interpersonnelles aussi qui ressortent. Véronique, merci de ces éléments et de ces conseils. Et j'avais envie de te poser une question par rapport à l'activité d'Actif Réseau, le réseautage, et les seniors. Est-ce que tu as des conseils, des genres de tips, comme diraient les jeunes, et aussi par rapport aux réseaux sociaux dont on pourrait penser qu'ils sont l'alpha et l'oméga, mais pas forcément. Alors oui, surtout le réseau professionnel, parce que bon, le réseau, on en fait tous déjà. On en a tous un, réseau relationnel. Et on a tendance à le faire beaucoup plus personnellement, quand il faut aider, trouver un médecin, un bon coiffeur, un mécanicien pour nous dépanner, un artisan pour intervenir, on fait. Mais là, on va parler du réseau professionnel. Donc oui, ça fait partie effectivement de votre développement. Le senior, il faut qu'il s'interroge à savoir quel est mon réseau professionnel et comment je peux le développer pour être efficient. D'accord ? Mais attention, je dis toujours, en fonction de ce qu'il est, et qu'il se fasse plaisir dans ce positionnement-là. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dans le réseau de mon meilleur copain parce que peut-être que ça ne me correspondra pas. Donc, vraiment, se faire plaisir. Mais il y a aussi un don de partage dans le réseau professionnel. Je ne viens pas que prendre, je partage des informations. Je vais aussi donner du temps, aider. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, il faut déjà bien comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il est peut-être aussi intéressant de se poser des questions. Qu'est-ce que je connais du réseau ? Les aptitudes à réseauter, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Vraiment cette culture-là. Puisque si on en vient qu'à parler de Bordeaux, mais c'est pareil sur toutes les grandes villes, et Sandrine qui arrivait de d'autres grandes villes et tout ça, mais Bordeaux, c'est juste 240 réseaux professionnels. Mais comment je choisis là-dedans, quoi ? Comment je vais prendre ? La question peut se poser. D'accord ? Donc, ça va être vis-à-vis de mes objectifs professionnels aussi, ou de mon métier. J'ai envie de rester informée sur mon métier, sur la finance ou les RH, quels sont les réseaux professionnels que je peux maintenir. Il faut s'interroger effectivement sur tout ça. Donc là, on parle de réseau à la fois présentiel et aujourd'hui, on va dire aussi en ligne, puisque ça se fait beaucoup en visio, de par la crise sanitaire. Nos rendez-vous, les after-work qu'on pouvait faire, ils se font, mais en visio, parce qu'on est un peu contraint. Et les réseaux sociaux sont un vrai atout, mais un vrai atout pour collecter de l'information, mais aussi en diffuser et de partager. J'ai un post, je le partage. J'ai une offre d'emploi qu'on me fait suivre, je la partage. Je peux même l'envoyer en message privé à quelqu'un. Et c'est vraiment un vrai outil. Le virtuel comme le présentiel, c'est les deux en même temps. C'est pas un plus l'autre, c'est vraiment les deux en même temps. Et ça fait partie aujourd'hui de son développement. Je veux dire, le réseau professionnel fait partie de son développement dans sa recherche d'emploi ou dans son développement de son activité. On doit le considérer en même temps et pas après. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est que je cherche d'abord ma recherche d'emploi, je cherche d'abord mes missions et je verrai le réseau après. Alors qu'il faudrait que tout ça soit imbriqué en même temps pour que ça porte ses fruits, puisqu'il faut quand même aller... on sème d'abord avant de récolter. Donc, il faut un bon 6 mois régulier. Donc, si je le fais que de temps en temps, ça va être encore plus long. Oui, alors moi, je suis complètement d'accord avec Véronique. J'avais un gros souci avec le réseau. Je trouvais que c'était un petit peu opaque, cette notion, pensant que je n'en avais pas. En fait, je m'étais fait une espèce de peur, panique en me disant, non, il va falloir que tu te projettes dans des groupes, puis tu vas y aller, puis tu vas récolter de la carte de visite. Et puis, ça m'a tellement paralysée. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a peur des relations humaines ou quoi, mais ça m'a complètement paralysée. Et il a fallu que j'assiste à un de vos séminaires, Véronique, et c'était Catherine, il me semble, Catherine Sarno, qui était animée.
et qui m'a dit: «Non mais Laurence, vous savez, il faut de la sincérité aussi. Il Mmh. faut que vous vous sentiez bien avec les personnes, que vous rencontriez. C'est-à-dire que, il y a des gens avec qui vous aurez un fit et il y a des gens avec qui vous n'en aurez pas et vous n'en aurez jamais et c'est pas grave. C'est comme ça» et elle avait raison et ça m'a détendue d'un coup. Ça m'a vraiment réconciliée avec cette histoire de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des gens qui vont m'être inspirantes et il y a des Mmh. autres qui ne vont pas me l'être et c'est comme ça. Et pareil, pour moi, j'imagine, il y a des gens qui vont apprécier ma présence, ce que je raconte ou voilà, ce que je transmets ou pas. Et puis c'est comme ça et c'est plutôt humain et c'est normal et c'est comme ça qu'on doit continuer, surtout sur ce fond de sincérité qui pour moi était très Oui. important. Alors effectivement, il faut savoir donner dans le réseau, faut savoir, mais ça vient assez naturellement si vous le faites comme ça, dans cet esprit-là. Mmh. C'est important. Et vous avez raison que c'est pas un tout, c'est une brique dans cette recherche d'emploi, de mission, dans la vie professionnelle. Alors, on vient de parler réseau. On voit que réseau, c'est important pour ne pas s'isoler. Mais le mieux, c'est aussi d'être accompagné. On voit bien que cette période de recherche, eh bien, il faut être proactif, proactive, comme le disait Laurence, réfléchir à son projet de vie. Et c'est encore mieux lorsqu'on peut bénéficier du soutien, de l'accompagnement de tiers. Je crois que Sandrine et Guillaume, vous avez, vous, une expérience à nous relater par rapport aux accompagnements que vous menez. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'à Kigora, notre but, c'est vraiment de mettre en relation et d'avoir cette fenêtre de visibilité qu'on évoquait tout à l'heure, mais pas que. Parce que la vocation est aussi de donner un maximum de chances de décrocher des missions ou des emplois. Avec Akigora, en 2020, on a fait évoluer aussi notre offre de services avec des petits déjeuners d'experts où du coup, il peut y avoir cet échange, ce partage, rompre l'isolement. On a un accompagnement aussi sur savoir appréhender le réseau, parce que, comme l'évoquait Laurence, ça fait un petit peu peur. Il y a une certaine appréhension qu'on remarque. Et puis, une fois qu'on y est, ben, rapidement, on est dans son bain, parce que voilà, c'est comme tout, en fait, c'est de l'humain, c'est de la discussion, mais c'est juste qu'au début, on se dit, ouh, j'ai un petit peu peur. Et donc, on a créé quelques petits ateliers qu'on a essayé de maintenir malgré le confinement. On a fait un atelier sur le pitch récemment qui permet en 30 secondes de savoir poser qui on est, ce qu'on fait et d'éclairer pour donner envie à d'autres d'en savoir un petit peu plus sur qui on est, ce qu'on fait. Donc c'est clair qu'il faut être accompagné. Donc on a commencé à comprendre et à vouloir vraiment apporter à la communauté de l'entraide. Donc on a fait des ateliers où les experts peuvent entre eux échanger, se donner des tuyaux, partager leur expérience, puisqu'il y a différents états d'avancement dans le fait d'être indépendant ou en transition. Et on essaye nous aussi d'apporter, là en exclusivité d'ailleurs, on a créé une carte de visite virtuelle qui demain permet déjà d'éviter d'imprimer des cartes de visite et puis qui permet dans les périodes comme actuellement de facilement avoir son contact avec en plus en bonus un CV boosté à Kigora puisque on parle d'experts à Kigora, mais tout de suite des coordonnées, un lien vers la bonne personne, une petite phrase qui explique qui on est, etc. Et puis surtout, c'est tout de suite enregistrable dans le carnet d'adresse de la personne qui la reçoit. Donc, on essaye, nous, à notre niveau, d'accompagner. Je pense qu'on n'en fera jamais assez, parce que toujours, il y a besoin de se rassurer, et puis, il y a besoin d'avoir ce lien, d'avoir des idées. On n'est pas tout seul, pour autant. Nous, on n'a aucun problème à aiguiller vers des partenaires qui font des workshops, qui font des webinars, qui font des réunions, des rencontres, des échanges. Et il faut aller, parce que d'une, comme le dirait Véronique, c'est une des premières façons de réseauter. Même si on a l'impression qu'on ne le fait pas, finalement, on se crée un réseau, on tisse une toile. Et puis, ça permet de repartir avec de la confiance qui, petit à petit, va gravir des échelons et on sera plus à l'aise et plus capable de se dire, allez, je me lance, je tente celui-ci ou je tente cela. Donc, il y a des associations qui sont présentes. Il y en a pas mal sur le territoire de Bordeaux.
Et il y a aussi des événements, donc il ne faut surtout pas hésiter à aller fouiller un petit peu sur internet, dans les agendas disponibles, dans les prises de parole, dans les événements selon son domaine de compétences, hein. Il y a des événements sur la data, il y a des événements sur l'événementiel, il y a des événements sur le commerce, il y a des réseaux spécialisés et il faut effectivement se faire accompagner parce que, bah, voilà, c'est disponible, mais il faut se prendre en main, il faut y aller Mmh. et puis, faut en parler parce que des fois, il y a des bonnes adresses. Typiquement aujourd'hui, grâce à vous, je découvre une nouvelle plateforme de conférences et ça, bah, voilà, c'est un petit accompagnement déjà. Alors c'est vrai qu'on parlait de formes alternatives de travail. Quand on recherche, un CDI ou un CDD, il y a pas mal de structures, hein, qui accompagnent sur la recherche d'emploi, salarié, avec toutes les techniques, qui sont assez connues. Par contre, des structures qui accompagnent, vers la création d'entreprise, vers l'autonomie, je dirais au sens large, de se mettre en freelance. Alors il y a des structures très balisées, hein, quand on veut créer sa structure, autrement dit faire une création pure de société. Et ensuite, il y a d'autres structures, qui peuvent accompagner aussi vers la posture du consultant, vers le freelancing, voilà. Donc on en fait partie. AGC a pris le parti d'accompagner les consultants qui veulent se lancer, vers ce statut, qu'ils soient en mission ou pas. Je vous donne un exemple, donc là j'ai quelques personnes qui veulent se lancer dans le consulting, quel que soit le métier, hein, et on a développé un parcours du consultant qui va l'accompagner, donc du début jusqu'à son autonomie et la première mission pour lui. Ça veut dire que je suis à ses côtés en collectif, atelier visio, atelier présentiel. J'en ai un la semaine prochaine en présentiel. Et on va balayer avec lui, ben voilà, j'ai un CV, bon, très bien, mais je veux devenir consultant, donc qu'est-ce que je vends? Quelles sont mes prestations? À quel tarif? La construction de la grille tarifaire. Quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que je vais être différent d'un autre consultant qui fait la même chose que moi? Et donc passer d'un CV à une offre de prestation. Après, mes outils marketing, donc est-ce que mon profil LinkedIn, par exemple, met en avant ce que j'ai à proposer? Donc on refait avec lui ça. On va l'orienter, vers toutes les structures qui peuvent l'aider puisque, mon rôle, c'est aussi d'être connecté à mon territoire et donc je vais l'orienter vers Akigora, vers Véronique s'il y a besoin et donc le mettre, en connexion avec, le territoire et puis au fur et à mesure, qu'il soit autonome, qu'il soit équipé, j'ai envie de dire, avec tous les outils, nécessaires pour qu'il puisse ensuite, prospecter, aller chercher ses clients, et bien souvent d'ailleurs, quand on commence à enclencher cette démarche d'accompagnement qui est gratuite, même s'il n'est pas intégré chez AGC, c'est je dirais une relation de confiance. Mmh. Hem, Bien souvent, quand la démarche et l'énergie se mettent en route et quand la personne commence à se faire connaître, à se manifester, à se montrer, il y a des liens qui se font et une mission qui arrive. Donc on n'a même pas terminé l'accompagnement en fait. Donc, voilà. Mais c'est important de se dire que quand on commence à se lancer dans le consulting, il y a des aides, il y a des structures qui peuvent accompagner à ce changement de posture et à ce changement de façon de travailler en fait. Donc la personne n'est pas toute seule. OK, moi je voulais, continuer sur cette lancée, donc même principe, hein. Donc chez Actif Réseau, on va accompagner à être opérationnel sur la stratégie de réseautage professionnel. Donc en fonction du positionnement qu'ils peuvent avoir chez Akigora ou chez AGC Portage, c'est leur objectif professionnel, c'est quoi? Quelles sont leurs cibles clients? Et là, on va décortiquer avec eux le marché économique par le maillage économique, par les réseaux professionnels qui peuvent être pertinents pour gagner du temps et être efficient aussi, hein, et surtout qui leur correspondent en tant que valeur. Et plus on va les accompagner comme ça, plus aussi on va les mettre en relation avec un contact potentiel dans une entreprise, voire même faire le rebond. C'est-à-dire que moi, le contact qu'il a identifié, bah, je ne le connais pas, mais par contre, je connais quelqu'un de mon réseau qui le connaît. Donc, je vais faire cette mise en relation. Je vais appeler mon réseau pour lui dire, j'ai vu que tu connaissais Monsieur Bernard de l'entreprise X, tu le connais bien. Écoute, j'aurais besoin que tu me mettes en lien avec lui parce que j'accompagne quelqu'un qui a besoin d'échanger avec ce métier-là.
Donc ça se fait et après, j'appelle ce contact-là de la part d'eux, je lui explique mon objectif et en général, il me dit: «Oui, bien sûr, je recevrai, la personne que vous accompagnez». Donc ça va jusque-là dans la stratégie de réseautage professionnel, ça va jusque sur le terrain, bien sûr, hein, donc très opérationnel pour le coup. On fait des rebonds. Il suffirait que demain, je vois que Guillaume, il a mis sur son LinkedIn qu'il connaissait un tel, je vais l'appeler: «Guillaume, j'ai vu que tu connaissais, monsieur Bernard de la société untel, comme on peut le faire avec Sandrine et vice versa». Toujours, hein, Loïc, pareil, je peux t'appeler en disant: «J'ai vu que tu connaissais». C'est vraiment dans cet, fait-là, mais toujours avec un objectif. Pourquoi je le fais? Quelle est la demande? Donc la stratégie de réseautage professionnel, elle est très identifiée, très précise. C'est pas juste: «Je fais un petit peu de tout et partout». Non, c'est vraiment ça et à côté, je fais du bilan de compétences où j'y intègre la stratégie de réseautage. Et du coup, je vais avoir des personnes qui vont se révéler à vouloir devenir indépendants. Et ben c'est là où je vais leur dire, allez voir Sandrine avec la réunion d'information ou appelez Sandrine. Ou alors il y a la plateforme Akigora, écoutez, regardez ce que c'est, si ça vous intéresse, vous me le dites. Et on est vraiment toujours dans ce développement-là. Et c'est important. Donc l'accompagnement est incontournable quelque part à un moment donné. En fonction de ce qu'on choisit, c'est incontournable. Il faut aussi, à un moment donné, se faire accompagner parce qu'on ne peut pas tout connaître et tout maîtriser. Alors moi, si je peux juste donner le point de vue du chercheur d'emploi, effectivement, quand vous êtes senior et que ça fait un petit moment que vous n'avez pas été sur le marché de l'emploi, être projeté comme ça de manière assez violente sur le marché de l'emploi qui a évolué avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux codes, c'est pas évident et très très vite on se sent perdu. Très vite on se sent perdu et isolé et c'est assez déstabilisant. Donc effectivement, moi, grâce au programme dans lequel je suis, j'ai une coach personnelle donc, qui me suit, qui a su me créer un environnement et un environnement de travail pour ma recherche d'emploi. Refaire mon CV, adapter mon titre à chaque offre d'emploi. Si vous avez Chief Marketing Officer, vous allez mettre Chief Marketing Officer. Même si vous, votre job, jusque-là, c'était responsable marketing digital, vous allez coller à cette offre d'emploi. La lettre de motivation, vous allez l'adapter également. Vous allez vous mettre sur un certain nombre de job boards. À mon sens, une dizaine, c'est bien. Pouvoir vous faire un CV vidéo, c'est l'idéal aussi aujourd'hui. Les seniors ont peu d'idées, ils se disent mais je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu à faire ça. Ce qui est vrai, mais un CV vidéo, c'est bien. Bien compléter sa fiche LinkedIn, c'est important aussi. Étendre son réseau sur LinkedIn, attention, il faut aussi que ces contacts LinkedIn soient en accord avec ce que vous faites ou en tout cas ou vos centres d'intérêt. Il ne faut pas accepter tout le monde et tout et n'importe quoi non plus, être le plus large possible. Je dis, voilà, savoir faire un pitch elevator, c'est-à-dire d'1 minute 30, de 2 minutes, de 3 minutes, en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Tout ça, c'est très important. Se préparer à l'entretien. Le Graal, à mon avis, enfin, peut-être pas le Graal, mais en tout cas, un bon élément, c'est si on peut se faire un blog ou un site internet, c'est très bien aussi pour votre visibilité. Enfin voilà, créer tout ce qu'on appelle un personal branding qui tient la route et qui va être vous, votre support et un peu ce qui va vous conforter dans votre recherche d'emploi, vous rassurer et faire que cette recherche d'emploi, elle va être structurée. Si je reformule, moi je retiens 3 grandes idées forces. Tout d'abord qu'il existe des formes autres que le CDI, le CDD ou l'intérim pour se maintenir à un certain niveau d'activité, sous une forme ou sous une autre, et surtout ne pas s'isoler. La deuxième idée, c'est que cette période de transition peut aussi, parfois, pour certaines personnes, être une opportunité de se questionner, de faire émerger un projet ou de renouer avec une idée qui était latente depuis un certain temps. Et puis enfin, sur l'importance de s'ouvrir à son environnement, d'être curieux, comme le disait Véronique, par des actions de réseau, de solliciter un accompagnement, d'aller au-devant des autres.
Bien, écoutez, nous avons beaucoup échangé. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos retours d'expérience, vos conseils et vos pistes, toutes les informations qui seront très utiles à nos auditeurs et nos auditrices. Laurence, Véronique, Sandrine et Guillaume, merci infiniment d'avoir participé à cette table ronde ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci.